va, vous n'êtes pas trop fatigué? J'ai juste une petite question. Est-ce que, par rapport au problème que vous soulevez des crédits, la crypto-monnaie résoudrait ce truc-là? Attends, j'ai pas compris. Par rapport au problème de crédit, est-ce que la crypto-monnaie serait une solution pour vous? Alors les crypto-monnaies, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui sont des algorithmes codés, comme le Bitcoin, hein, la monnaie essentielle qui est une crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. C'est-à-dire c'est une monnaie qui est créée par des algorithmes informatiques, par les machines, par les gens qui possèdent les machines, et qui peuvent créer des suites de chiffres, et chaque suite de chiffres représente une certaine somme, un Bitcoin ou un pourcentage de Bitcoin. Et donc une fois que cette monnaie-là, enfin que ce code-là est créé, ça représente une unité monétaire qu'on peut avoir sur son ordinateur et qu'on peut utiliser pour payer quelqu'un qui va recevoir ce code-là, qui va pouvoir l'utiliser à son tour pour payer autre chose, et ainsi de suite. Donc bien sûr que c'est une solution, bien sûr que c'est une alternative très intéressante. C'est une alternative d'autant plus intéressante qu'elle est complètement indépendante de toute autorité nationale, locale. Donc ça permet de faire des transactions dans le monde entier. La faiblesse, pas des crypto-monnaies en général, mais du Bitcoin en particulier, la première faiblesse, à mon avis, c'est l'asymétrie de la création. C'est-à-dire que les gens qui ont les plus grosses machines et ceux qui étaient là au début, quand les codes n'étaient pas trop compliqués à créer, ont pu se créer beaucoup de Bitcoin et donc ont acquis un avantage par rapport à ceux qui arrivent après, qui sont obligés finalement de vendre quelque chose à ces gens-là pour avoir des bitcoins et faire leurs propres transactions. Donc le problème de l'asymétrie de la création, c'est à mon avis la première faiblesse. Et la deuxième faiblesse, c'est que ces monnaies-là, par rapport aux monnaies existantes, aux monnaies dettes, comme le dollar ou le franc, ces monnaies-là sont évaluées, ou l'euro, pardon, ces monnaies-là sont évaluées en euros ou en dollars. Et donc on constate que selon les transactions et selon les créations de ces monnaies-là, le cours du Bitcoin exprimé en dollars ou en euros varie beaucoup. Et du coup, ça devient un outil d'investissement. Parce que quand le Bitcoin monte, vous avez envie d'en acheter avec vos euros en vous disant « Ah, ça va monter, c'est bien, j'achète des Bitcoins et puis je vais attendre que ça monte. » Du coup, vous ne vous en servez pas pour faire des transactions. Donc il y a un peu une contradiction entre le côté valeur d'investissement de la monnaie et le côté moyen d'échange, qui sont un peu contradictoires. Et je pense que c'est un peu ça le problème du Bitcoin qui fait que les transactions n'ont pas explosé directement en Bitcoin, c'est que beaucoup de gens stockent du Bitcoin en l'utilisant comme un moyen d'investissement. Mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, vous savez, au point où on est, on peut faire n'importe quoi, ça sera toujours mieux que ce qu'on a. Allez, c'est intéressant. Si vous voulez, j'ai envie de vous dire, bon, essayons chacun pour soi, dans notre cœur, de ressentir ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de faire de la permaculture, on fait de la permaculture. Si on a envie de faire du Bitcoin parce qu'on aime bien l'informatique, on fait du Bitcoin ou on crée une crypto-monnaie différente du Bitcoin. Parce que sur le modèle... Alors par contre, il y a un truc génial dans Bitcoin, c'est le système de... ce qu'on appelle la blockchain, qui permet de sécuriser les transactions par rapport les unes aux autres. Et ça, on n'est pas obligé de s'en servir seulement pour le Bitcoin. On peut s'en servir pour des tas d'autres systèmes monétaires. Et donc il y a des, je ne sais pas combien il y en a maintenant, il y a au moins 300 bitcoins différents, peut-être même plus, avec des caractéristiques différentes, avec des modes de création différents. Donc c'est un champ à explorer entièrement quand on est informaticien. Donc si vous êtes informaticien, lancez-vous là-dedans. Si vous aimez la terre, lancez-vous dans la permaculture. Si vous aimez la politique, faites une monnaie locale. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est pas se lancer dans des trucs qu'on n'a pas envie de faire, c'est se lancer dans des trucs qu'on a envie de faire vraiment. Et puis voilà, après chacun... Ce qui marchera le mieux, marchera le mieux. Et les gens l'adopteront. Mais ça sera toujours mieux que ce qu'on a. Oui, donc j'avais compris l'intitulé de la conférence de ce soir qu'on allait parler de monnaie locale. Vous avez fait un brillant passage par la création monétaire, du coup on n'en a pas beaucoup parlé. En quoi la monnaie locale peut être une première étape du processus de solution que vous avez évoqué, surtout que si j'ai bien compris, elle reste adossée à l'euro, donc adossée à une monnaie qui aujourd'hui est créée encore par les banques. Le point essentiel, l'intérêt essentiel de la monnaie locale, c'est de regrouper les gens,
de faire un collectif autour d'une réflexion commune et de réfléchir sur à quoi sert un système monétaire, comment fonctionne le système existant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ou le changer, si on fait une monnaie locale, comment on la fait, quels sont les modèles différents. Je crois que l'outil, enfin l'utilité essentielle d'un projet de monnaie locale, c'est de dire, partons d'une feuille blanche, regardons comment fonctionne le système existant, et regardons toutes les options qui sont disponibles, de A à Z. Monnaie locale adossée, monnaie locale pas adossée, il y a plein de trucs. Première chose à faire, lire le livre de Philippe de Ruder, les monnaies locales complémentaires, parce qu'il y a plein d'autres modèles que les monnaies adossées à l'euro. On peut s'intéresser au système d'échange locaux, on peut s'intéresser aux monnaies cryptées, on peut s'intéresser au futur système d'échange locaux à dividende universel et à crédit mutuel. Je crois que, et c'est ça l'énorme intérêt de ce qui va se passer à Avranches dans les mois et dans les années qui viennent, c'est que ce collectif-là, que je vous invite vraiment à connaître et auquel je vous invite vraiment à adhérer, vous allez voir Véronique ou un des responsables qui sont là, ce collectif, il est en train de se former en ce moment. Donc moi, je veux bien revenir autant de fois que vous voulez pour qu'on fasse des séminaires ensemble, parce que je sais plein de trucs et je connais plein de gens qui bossent sur des tas de systèmes différents, donc je peux vous donner vraiment des actualités précises, là, dans les mois qui viennent, si vous voulez. Et donc je sais, et les gens qui organisent ce collectif-là en sont très conscients, qu'il y a au minimum, je dirais, 2 années de réflexion, de constitution, de gouvernance, de se mettre d'accord sur comment on va faire, qu'est-ce qu'on va choisir. Et donc je crois que c'est essentiel, pour répondre à votre question, l'intérêt essentiel d'un projet de monnaie locale, c'est d'essayer de faire un atelier, un établi, avec voilà les outils, voilà ce qu'on peut faire, voilà, on part d'une feuille blanche, et voilà toutes nos options. Et je pense que si on fait ça vraiment correctement et vraiment profondément, les bonnes solutions pour un instant donné, pour un collectif donné, il n'y aura même pas besoin d'en discuter, tout le monde va être d'accord. Je pense. Et en tout cas, c'est un outil fabuleux de réveil citoyen. Et là, j'ai envie de vous dire, on fera peut-être dans quelques centaines d'années, aimez-vous les uns les autres. Peut-être, on verra. Mais pour l'instant, c'est réveillons-nous les uns les autres. Et là, un projet de collectif comme ça, c'est génial. Une autre question pour Gérard? Là-bas, dans le fond. Alors, monsieur, avez levé la main déjà. Je peux passer une micro. Bonsoir. Moi, j'aimerais bien juste comprendre le rôle de la spéculation et comment ça fonctionne dans le système de création monétaire. Oh, bah c'est génial. C'est génial. La spéculation, c'est pas compliqué. J'ai la création monétaire, j'ai la création du crédit autant que je veux. Et j'ai madame, là, tiens, qui est dans l'immobilier, elle veut acheter un immeuble. Elle veut acheter un immeuble dans une grande ville. Elle a 1 million. Et ben moi, je suis spéculateur. Je trouve un immeuble dans une grande ville qui vaut 1 million. Et je dis, voilà, votre immeuble m'intéresse, mais je le prends à 900 000. Ou 950 000, je négocie, quoi. Et donc, lundi, je me fais une ligne de crédit de 950 000, je paye l'immeuble, et mardi, je revends l'immeuble à madame à 1 million. C'est ça la spéculation. Les 950 000 que je me suis créés, ils sont détruits instantanément quand je les repaye avec l'argent que la dame me paye pour racheter l'immeuble que je viens d'acheter. Je me crée 950 000, j'achète l'immeuble, je le revends 1 million, elle me rend 1 million, je rembourse mon crédit de 950 000 et je gagne 50 000. Et en plus, elle a des intérêts à payer si elle a emprunté pour son million. Et donc ça marche pour le High Frequency Trading, l'HFT, High Frequency Trading, le trading à haute fréquence.
Parce que là, bon, là, il faut au moins une semaine pour gagner 50 000 €. C'est tout un business. Par contre, si j'ai un ordinateur et j'ai une ligne directe sur la bourse de New York, je prends un contrat de futur, c'est-à-dire un contrat de marché dérivé, des produits qui sont avec un sous-jacent. Bon, enfin, il y a l'indice lui-même du CAC 40 ou l'indice le Dow Jones aux États-Unis. Il est à 1000, l'indice. Et donc là, je me fais une ligne de crédit de 3 milliards. Et j'achète de l'indice. Du coup, comme moi j'ai acheté pour 3 milliards de cet indice-là, ou de telle action, c'est un énorme achat d'un seul coup. Du coup, je fais monter le cours. Et du coup, tous les autres ordinateurs de tout le monde et tous les traders privés, ils se disent « Oh la vache, dis donc, ouais, ça a monté là, faut acheter, c'est le moment d'acheter. » Du coup, ils achètent, juste après moi. Et du coup, il y a des millions de gens qui achètent la même chose que ce que je viens d'acheter. Parce que c'est moi qui ai fait monter un petit peu le prix. Et donc, comme ils achètent, ça monte. Je les laisse monter. Et je revends. Juste avant. Bah, de toute façon, c'est quand je revends que ça tombe. C'est moi qui déclenche le mouvement. Et donc ça, là, ce que je viens de vous dire, ça prend 5 minutes. Mais il y a encore mieux. Il y a le High Frequency Trading. Et là, je programme mon ordinateur pour faire ça à ma place. Et il le fait 10 000 fois par minute. Sur des sommes microscopiques. Mais sur des milliards à chaque fois. Et c'est ça qu'on voudrait taxer. Oui, on pourrait taxer ça, mais il vaudrait mieux supprimer la création monétaire par le crédit. Mais oui, c'est ça. Donc ça, c'est la pompe à fric absolue. Du coup, s'il développe 3 milliards, ça veut dire qu'il a la possibilité de se développer 3 milliards, donc forcément que c'est un banquier. Ah ben forcément. Ah oui, non, ça c'est un marché privé pour les banquiers. Oui, bien sûr. Oui, c'est un marché complètement clos, qui fonctionne avec des algorithmes qui sont faits par des prix Nobel de mathématiques. Et donc un système comme celui que je viens de vous dire là, c'est un truc qui coûte 150 000 € par jour. Parce que ça rapporte 1000 fois 150 000 € par jour. Et donc, c'est une lutte de géants au niveau des plus grandes banques pour être le plus près possible des bourses où les ordres passent, pour avoir les fibres optiques les plus puissantes possibles, pour gagner les quelques nanosecondes qui permettent d'être avant les autres. C'est un métier tout à fait particulier. Attends, le micro? Non, ça implique directement un particulier, par exemple, parce qu'une banque achète un bâtiment, peut le revendre à une personne, lui faire un emprunt pour qu'elle puisse l'acheter, oui. Et du coup hypothéquer même le bâtiment oui. pour enfin, si ça s'est passé oui, oui. ce non. Alors, ce qui est important, c'est que c'est beaucoup ça qui fait monter les prix de l'immobilier aussi. Alors non, la crise des subprimes, c'est que les banquiers ont créé du crédit pour que même les plus pauvres Américains puissent acheter des maisons. En leur disant, bon, c'est pas un problème, parce que vous avez vu le marché de l'immobilier, il monte à fond en ce moment, donc vous pouvez acheter votre maison, c'est pas grave. Moi, je prends une garantie sur votre maison en tant que banquier, et puis si vous n'arrivez pas à payer, on vous décale un peu vos premières mensualités. Si vous n'arrivez pas à payer, c'est pas un problème, vous revendez la maison, elle aura monté de 20%, vous gardez vos 20%, vous achetez un mobilo, mais moi je récupère la maison. Donc tant que ça monte, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, tout le monde a pris un crédit, tout le monde a acheté une maison. Et donc quand les premiers qui n'arrivent pas à payer leur première mensualité se retrouvent en défaut, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent leur maison. Et du coup, il y a des milliers de maisons qui se retrouvent sur le marché, et le marché de l'immobilier se casse la figure, parce que là, il n'y a plus personne pour acheter derrière. C'est ça la crise des subprimes. Mais c'est une conséquence de la création monétaire par le crédit, tout à fait. Et de la gourmandise de l'émetteur de crédit pour que la bulle continue à monter. Donc du coup, on endette des gens dont on sait très bien qu'ils ne pourront jamais payer. Je reviens sur la monnaie locale. Est-ce qu'on a des exemples de monnaie locale qui font du crédit sans intérêt? Puisque finalement, c'est ça le principe, c'est on accorde un crédit parce qu'on fait confiance,
Mais on n'a pas d'intérêt pour... Dans l'histoire des monnaies locales, il y en a eu. Il y en a eu plusieurs dans les années, après la crise, après les années 29, aux États-Unis et en Allemagne. Et le modèle était le suivant, c'était soit une municipalité, soit une grosse entreprise qui décidait de créer du crédit, de jouer le rôle du roi un peu. C'est-à-dire de créer une monnaie locale en disant, voilà, on va payer nos employés municipaux avec cette monnaie. On crée des bons et on paye nos employés municipaux avec cette monnaie et on acceptera le paiement des taxes municipales dans cette monnaie-là. Vous pouvez taper sur Internet, vous pouvez taper Vorgl, W-O-R-G-L. C'est une petite commune d'Autriche, je crois, qui a appliqué ce système-là pendant la crise de 29 et qui a aussitôt repris une activité commerciale tout à fait normale. À tel point que cet exemple extraordinaire a été repris par d'autres communes autour et que la Banque centrale a interdit. Ah, d'accord. Parce que ça brisait le monopole de la monnaie dette nationale. Ça marchait trop bien. Mais il y en a eu, oui, il y en a eu beaucoup. L'exemple de l'Argentine, en Argentine. Ouais, vous pouvez aussi taper stamp script. Stamp comme un timbre, S-T-A-M-P, script, S-C-R-I-P-T. Et le stamp script, c'est un système pareil d'émission de monnaie non dette. Et ça a été assez répandu dans plusieurs villes aux États-Unis pendant les années 30 aussi. Et ça a permis de relancer l'économie locale, instantanément. On sait très bien que ça marche. Aussitôt, si vous voulez, une crise, c'est quoi une crise? C'est un assèchement monétaire. C'est tout. C'est parce qu'il n'y a plus assez de monnaie pour compter nos transactions. C'est aussi bête que ça. Donc du coup, il suffit de rajouter de la monnaie dans l'économie. Aussitôt, les gens, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils ont jamais manqué de rien, en fait. On a juste manqué d'un crayon et d'un petit carnet pour noter ce qu'on se doit les uns les autres. Ce qui est aberrant, c'est qu'il y a quand même énormément d'argent en France, dans les banques. Et pourquoi d'économie sur des lignes, bien sûr. Oui. Mais pourquoi ne sortent-ils pas cet argent-là? Ah ben, je ne sais pas vous, mais moi, il est sorti depuis longtemps. Mais les banques, Ah oui. pourquoi ils le Moi, prêtent? j'étais à 15 000 il y a 3 ans, je suis à 0. Là. Oui, pourquoi ils ne le prêtent pas? Je parle des banques, pourquoi les banques ne le sortent pas, cet argent? Parce que c'est pas ça que les banques ne prêtent pas. Le métier de banquier, c'est pas de prêter, c'est de créer du crédit. C'est d'endetter les gens. Un banquier ne peut pas prêter un dépôt. Vous pouvez le prendre et le prêter à votre fils ou à quelqu'un, oui, mais le banquier ne peut pas y toucher. Ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits, ce sont les crédits qui font les dépôts. Alors je vous rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure quand Geneviève a dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et que le banquier lui a dit, vous n'avez qu'à ouvrir un compte en banque. Le crédit nouveau que le banquier a créé pour Geneviève, il revient sous forme de dépôt. Et donc les 100 000 euros nouveaux, elle les redépose à la banque, elle a 100 000 euros sur son compte. Mais ces 100 000 euros là, le banquier ne les touchera jamais, il ne peut pas y toucher. C'est elle qui va le dépenser. Il ne place pas l'argent, il ne fait pas tourner l'argent. Mais non. Il ne touche pas au dépôt des déposants. Les dépôts sont issus d'un crédit. Par contre, il prend des intérêts. Non, si vous avez beaucoup d'argent, il vous donne des intérêts. Ah oui. Et donc, ce qui est très marrant, c'est que le métier de banquier, c'est d'émettre des crédits nouveaux. Et donc d'endetter des gens qui payent des intérêts, qui payent 3, 4, 5% d'intérêts. Et donc le fait de créer de la monnaie nouvelle, qu'est-ce que ça fait par rapport à la monnaie qui existe déjà? Ça dilue sa valeur. D'accord? Si tout d'un coup, on est 100, on a 1000 euros chacun, on a 100 000 en tout. Si tout d'un coup, moi tout seul, j'arrive dans mon coin et que je me rajoute 100 000 sur mon compte, moi je peux acheter 10 fois plus de choses que vous tous. Donc du coup, je vais faire monter les prix, vous n'êtes pas au courant, donc pour vous, les prix ont monté. Alors que pour moi, ils correspondent à mon échelle de mesure, ils correspondent à l'argent que j'ai sur ma monnaie, alors que vous, votre monnaie, elle a perdu de sa valeur, puisqu'il y a plus de monnaie. Si vous avez 1000 sur une masse monétaire de 100 000, vous avez 1/100e du total. Si moi je rajoute 100 sans vous le dire, 200 000, combien vous avez du total? 1/20e.
Vous avez perdu la moitié de votre épargne. Donc, résultat, pour revenir à qui paye les intérêts, qui touche les intérêts. Geneviève, elle m'a fait créer 100 000 € pour elle. Elle me doit 5% par an. Mais vous, vous avez 1 000 €. Et vous vous dites, bah oui, mais moi je perds de l'argent, les prix montent, il faut me donner un petit quelque chose, un petit intérêt. Bah, je vous donne 2%. Là. Comme ça, vous ne plaignez pas trop. Et donc, c'est très bizarre, parce que certains banquiers peuvent vous dire, et ils n'auront pas tort, ils peuvent vous dire, bah oui, mais moi, je vis de la différence entre les intérêts que je touche des gens qui ont emprunté et les intérêts que je paye aux gens qui ont des dépôts. Bien sûr. Et oui, c'est vrai. Ce sont des entreprises. Pour lui, pour le banquier, il touche des milliards, il paye quelques dizaines. Donc effectivement, c'est des frais. C'est pour ça que, vu d'un certain point de vue, on peut dire que, à la limite, le banquier vit de la différence entre les intérêts qu'il touche et les intérêts qu'il paye. N'empêche que quand on a le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien, de créer du crédit, on peut dire à quelqu'un, tiens, bon bah qu'est-ce que tu veux, je suis banquier, moi, on est copains, qu'est-ce que tu veux acheter aujourd'hui? T'as une maison en vue là? Bah ouais, elle est bien là-bas, la maison, regarde là-bas, il y a des locataires, ils payent 700 € par mois, et la maison, elle vaut 100 000, ça fait du 7% par an, c'est pas mal. Et bah, pas de problème, tiens, je te fais un petit crédit de 100 000. Tu me payes 2%, 3%, puis tu gardes 4%. C'est ça la personnalité. C'est génial, c'est le coup du siècle. C'est le pouvoir de dire qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que je veux, je le prends. Parce que créer de la monnaie, parce que nous, pour avoir de la monnaie sur notre compte, il faut qu'on bosse, il faut qu'on paye des impôts. Et pour avoir 10 000 € sur mon compte en banque, il faut que j'en ai gagné au moins 20 000. Avec les impôts, les charges sociales, le boulot et tout. 20 000 €, je ne sais pas où, mais c'est au moins un an de boulot minimum. Et il me restera 10 000. Normalement, pour avoir des sous sur son compte, il faut bosser. Sauf si on fait le métier de banquier. On rajoute des sous sur les comptes des gens, ou on paye des gens en rajoutant de la monnaie sur leur compte, mais il n'y a pas de travail en face. Alors les gens me disent, au début, quand je faisais des conférences, il y a 3-4 ans, les gens me disaient, mais attendez, mais là on est dans de la folie, si ce que vous dites est vrai, mais le secteur bancaire va devenir le secteur le plus énorme de la planète, ça va devenir un cancer sur la Terre. C'est déjà. Justement, on le voit. Combien y a-t-il de banquiers à peu près dans le monde? Pardon? Combien y a-t-il de banquiers à peu près dans le monde? C'est vrai que c'est intéressant. Les gens. On ne sait pas. On ne parle pas des employés de banque. Oui. C'est très difficile à dire. Alors on sait, parce que ça a été répertorié, catalogué, raconté, on sait que dans la semaine qui a réuni les créateurs, initiateurs de la Banque fédérale américaine, ce sont, je ne sais plus, c'était 6, je crois, 6 ou 7. Il y avait un représentant de la plus grande banque anglaise, de la plus grande banque allemande, de la plus grande banque hollandaise, de la plus grande banque américaine, du Parlement américain. Et donc ils ont mis au point, ils se sont réunis, bon tout ce que je vous dis est répertorié, il y a eu des bouquins qui ont été écrits dessus et les témoins vivants l'ont raconté eux-mêmes. Donc ils se sont réunis en secret sur une île au large de Charleston aux États-Unis, au large de la Virginie, une île privée avec un bel hôtel. Ils sont restés 8 jours à bosser là-dedans pour mettre au point le projet de loi qui allait passer au Parlement américain pour faire créer la Banque fédérale américaine. C'était en 1910. Et donc ils ont bossé une semaine, ils ont fait le projet de loi, ils l'ont présenté au Parlement et le Parlement ne l'a pas voté. A refusé de le voter parce qu'à l'époque, le Parlement était très méfiant vis-à-vis des banques centrales aux États-Unis. Et donc ils ont rebossé encore pendant 3 ans, jusqu'en 1913. Ils ont refait un peu le projet de loi, le même projet de loi, mais un peu différent, un peu comme nous, le coup du traité de Lisbonne et du traité de Maastricht.
Et ce coup-là, il est passé. Un 24 décembre au soir 1913. Et donc on a fêté le centenaire en 2013 de la Banque fédérale américaine. Donc là, on sait que ces mecs-là, ils étaient catholiques. Et donc ce sont ces gens-là qui sont les actionnaires principaux de la Banque fédérale américaine. Et donc c'est eux qui font la monnaie pour les États-Unis. Donc c'est eux qui touchent les intérêts sur toute la masse monétaire en dollars. C'est quand même pas mal. Ouais. Je crois, moi, qu'il y a un gros différentiel de connaissances. Moi, plus je suis plongé là-dedans, et puis je bosse avec des copains qui sont ingénieurs, qui sont vraiment de haut niveau, et on découvre, on décortique petit à petit, on se dit, nom de Dieu, quand même, les gars qui ont mis ça au point, c'est quand même des génies, quoi. Ils sont quand même balèzes, on a vraiment un retard, quoi. Et voilà, il y a un décalage de connaissances, quoi. C'est pas pour rien que sur les billets de 1 $, il y a un œil avec une pyramide en dessous, quoi. C'est le comble du cynisme. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie Ben, l'œil de la connaissance, au-dessus de la pyramide des payeurs. En gros, quoi. Des fois, je rigole parce que je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, les gars qui ont fait le dessin sur les billets de 1 $, je suis sûr qu'il y a eu une réunion un jour où ils se sont dit, attends, quand même, on va leur mettre un petit indice pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce que tu penses, un œil avec une pyramide qui s'en pense? Oh, t'es fou, non, attends, ça va être la révolution. Non, je te dis, ils vont pas le voir, ils vont pas s'en apercevoir. Trop stupide. Non, tu prends un risque. Non, on va le faire, tu vois. Je suis sûre, vraiment, Ça fait 100 ans que ça marche. Mais comment deviner ça? Comment deviner que... Enfin, en fait, on ne les regarde pas tellement, les billets. Ben non, on est... On regarde rien. Bon, un, c'est compliqué. 2, il y a énormément de propagande aussi, du contraire. 3, toutes les universités d'économie ne parlent quasiment pas de la création monétaire, quasiment pas de la monnaie émise par la dette comme ça et des mécanismes bancaires. Vous demandez à un étudiant en économie en ce moment, dans une soirée, ses copains, et d'ailleurs ils gueulent les étudiants en économie, les profs en économie gueulent, les chercheurs en économie gueulent et font des manifestations pour dire, les étudiants ils disent, bah oui mais moi attends, quand je suis en soirée, mes copains ils me disent, alors toi qui es étudiant en économie, tu vas nous dire pourquoi il y a la crise. Je sais pas quoi leur dire, je sais pas quoi répondre. Je leur réponds des trucs tellement compliqués que même moi je les comprends pas. Les chercheurs disent, je suis allé à des colloques de chercheurs et de profs d'économie, les chercheurs ils disent, bah moi je voudrais bien enseigner la monnaie, enseigner d'autres choses que ce qu'on m'impose dans le programme, mais je ne peux pas, parce que si j'enseigne pas le programme, mes gars vont pas avoir leur diplôme, et moi je me fais virer. Les chercheurs disent, moi je voudrais bien faire de la recherche sur d'autres sujets hétérodoxes, sur d'autres visions de l'économie, sur les conséquences de la monnaie, du crédit, etc. Mais je ne peux pas, parce que j'ai pas les budgets. Et donc, résultat, pour la plupart des économistes, la monnaie, le crédit, la banque et la finance n'ont aucun rôle dans l'économie réelle. C'est juste un voile sur les échanges existants. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Il y a eu une discussion il y a 2 ans entre Paul Krugman, prix Nobel d'économie, et Steve Keen, professeur d'économie en Australie. Pendant 2 ans, ils ont discuté par blog interposé sur Internet, et Paul Krugman, prix Nobel d'économie, disait à Steve Keen, qui a tout à fait bien compris ces mécanismes-là, lui disait « Je ne vois pas ce que la banque et le crédit ont à voir avec l'économie réelle. » Vous regardez, vous tapez Paul Krugman, Steve Keen, le truc, il est encore sur Internet. Mais on rit maintenant parce que vous nous avez fait comprendre. Oui, voilà. Ouais. Si on vit sans banque, une société sans banque, c'est possible. Est-ce qu'il y a une relation entre les réserves d'or dans certains pays et l'émission de monnaie? Non, aucune. Il y a eu des périodes dans l'histoire où la monnaie était adossée à une certaine quantité d'or. En particulier aux États-Unis. Quand les États-Unis ont réussi à imposer le dollar comme monnaie mondiale, aux accords de Bretton Woods, juste après la guerre, ils ont dit, voilà, pour l'instant on avait les talons or, maintenant on va avoir les talons dollars. Mais le dollar is as good as gold. Pourquoi? Parce qu'on garantit que chaque dollar vaut 35 onces d'or.
Vous pouvez venir quand vous voulez, avec un billet d'$1, on vous donne 35 onces d'or. Donc tout le monde a pris le dollar, c'était beaucoup plus pratique d'avoir de l'or. Donc là, garantie totale. Et puis les États-Unis, ils ont eu beaucoup de dépenses à faire, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des guerres, donc il faut qu'ils financent tout ça. Et pendant la guerre du Vietnam en 68-70, ils sont aperçus qu'ils ont été obligés d'émettre beaucoup plus de dollars que ce qu'ils avaient en or au prix de 35 $, l'once. Donc du coup, en 71, au mois d'août, Nixon a dit on va momentanément décorréler le dollar du stock d'or américain. Et le momentanément, c'est comme les étagères que nos épouses attendent, est devenu éternel. Et donc non, donc ça n'a plus aucune importance. Alors par contre, l'or garde une certaine importance, en ce sens que les banques centrales ont un stock d'or qui ne sert pas de garantie à la monnaie qu'elles ont, mais qui leur sert de garantie et de sécurité en tant que valeur de refuge au cas où un système monétaire s'écroule ou une monnaie s'écroule par hyperinflation par exemple, ils ont quand même leur stock d'or qu'ils pourraient éventuellement remonnayer contre une monnaie nouvelle. Donc c'est un peu une sécurité, comme si nous, voilà, on a 3 louis d'or dans un tiroir. Leur refuge. Mais sinon, relation monnaie, or et monnaie, non. Excusez-moi, est-ce que vous trouveriez insensé que la France sorte de l'euro Non, ça et que batte sa propre monnaie? Elle n'est pas obligée de sortir de l'euro pour recréer un nouveau système monétaire. Preuve, Varoufakis avec son système qu'il avait imaginé cet été. On n'est pas obligé. Il y a un pays qui est européen mais qui n'est pas dans la zone euro, qui justement c'est mieux sorti de la crise parce qu'elle n'était pas... Bien sûr, parce que le problème de la zone euro, c'est que l'État n'a plus sa souveraineté monétaire. C'est que le pays n'a plus sa souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire, elle est passée au niveau européen. C'est la banque centrale qui crée ou qui ne crée pas de la monnaie. Et les États, ils sont obligés d'emprunter sur les marchés pour avoir de la monnaie, pour financer leurs propres déficits, leurs propres projets. Donc il n'y a plus de souveraineté, du tout. Les pouvoirs souverains, il y a 3 pouvoirs souverains, les pouvoirs régaliens, les pouvoirs du roi. C'est rendre la justice, c'est assurer la sécurité avec la police et l'armée, et c'est frapper monnaie. Le pouvoir essentiel, c'est pas d'avoir les juges pour rendre la justice ou d'avoir l'armée et la police, c'est d'avoir l'argent pour payer la police et les juges et la police et l'armée. Donc le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir essentiel du roi, le pouvoir régalien essentiel, le pouvoir souverain. Et donc si on se dit là, si on revient au niveau de la souveraineté individuelle ou de la souveraineté ou du principe de subsidiarité, on peut dire que peut-être que ça serait bien qu'on applique le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on donne à chaque unité, à chaque échelle de décision, les moyens d'appliquer ces décisions. Et là, on peut dire, bon, si on a une monnaie nationale, pourquoi pas, on peut émettre une monnaie nationale pour l'État, de manière à ce que l'État puisse financer les décisions nationales. Mais on peut dire aussi qu'il peut y avoir des monnaies locales au niveau des communes ou des régions, de manière à ce que la commune ou la région puisse financer son projet local. S'il y a un rond-point au bout de la rue, autant que ce soit la commune qui décide, et autant que ce soit les citoyens de la commune qui décident s'il y a un rond-point ou pas. Et donc si on pousse ce principe au bout du raisonnement, dans une société humaine, quel est le niveau le plus fin de subsidiarité? C'est la personne, c'est le citoyen, c'est l'être humain. Et donc on retombe sur l'idée, c'est un pouvoir tellement important que peut-être que la meilleure solution, c'est de donner à chaque citoyen. Chaque citoyen le plus démocratique. Et là, à la limite, attendez, ça devient... écoutez, ça devient à ce moment-là, ça devient complètement, je vous préviens, ça devient complètement anarchique. C'est-à-dire absence de pouvoir centralisé. Pourquoi? Parce que si chacun d'entre nous a le pouvoir de décider ce qu'il finance et ce qu'il ne finance pas, il n'y a plus besoin de voter. Il n'y a plus besoin de représentants. On a juste besoin d'exécutants qui s'occupent des chantiers qu'on a décidé de financer nous. Ça, c'est ça la démocratie réelle. Oui, mais il faudrait s'entendre.
Oui, mais ça forcerait. Il n'y a pas besoin de s'entendre. Quand même. Vous voulez financer tel truc avec vos copains, bah allez-y, faites-le, moi je fais autre chose. Moi je veux financer une guerre en Libye. Eh ben, je trouve 1 million de personnes qui me donnent des sous pour financer une guerre en Libye. J'ai le droit, c'est ça la démocratie. Est-ce qu'on va pouvoir... Et là on verrait peut-être la société vraiment. Est-ce qu'on va pouvoir faire une pause pour permettre aussi de prendre un petit temps convivial autour du verre? Ce que je peux peut-être ajouter, c'est un grand merci à Gérard qui nous a assuré. Vraiment un grand merci à vous tous parce que c'est rare d'avoir un public déjà aussi nombreux comme ça et aussi percutant et aussi attentif jusqu'à une heure tardive comme ça. Donc vraiment moi je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je peux quand même ajouter que Gérard Fouché qu'on avait contacté avait accepté de venir nous parler ce soir sans être rémunéré. Donc c'est pour ça qu'on a mis la question du chapeau qui va permettre de combler les frais et puis peut-être aussi d'avoir un financement pour le remercier. Merci beaucoup. J'entendais quand même une toute petite chose, j'entendais qu'il y a des personnes qui voulaient parler de la monnaie locale. Effectivement, c'était une première définition de ce que c'était la création monétaire. Dans les petits flyers que vous avez eus, il y a une réunion qui est prévue le mercredi 9 décembre dans cette même salle à 20h30, mercredi 9 décembre à 20h30, et donc du coup, venez nombreux pour justement partager et échanger par rapport aux connaissances que vous avez, aux interrogations que vous avez. Et le petit pot de l'amitié en sortant, ce sera avec plaisir d'échanger. Donc si vous voulez acheter le petit bouquin, ça peut être important aussi. D'abord parce que c'est ma seule rémunération, mais surtout parce que, là on a été super vite quand même, alors que là si vous le lisez, ou même, il y a des extraits sur internet aussi, vous pouvez le lire, en lire des morceaux, si vous le lisez, vous serez capable d'expliquer à votre tour. C'est ça qui est important. Vous connaissez l'histoire du colibri? Oui. Le petit colibri, il y a le feu dans la jungle, et le petit colibri, il va au lac, il prend une goutte dans son bec, il se passe au-dessus des lions, des gazelles, il jette son eau dans le lac, et il jette son eau sur l'incendie, il retourne au lac, il prend une goutte, il revient sur l'incendie. Et les gazelles, les lions, les éléphants en bas lui disent « Mais arrête, petit colibri, qu'est-ce que tu fais là avec ton petit couteau, ça sert à rien. » Et le colibri, vous savez ce qu'il répond? Oui, mais je fais ma part. Donc si vous achetez ce petit bouquin, vous pourrez faire votre part parce qu'il faut l'offrir à des jeunes, il faut l'offrir à des gars qui sont étudiants, à des gars qui n'y connaissent pas, et puis vous pouvez en parler comme ça, autour de la table le dimanche midi, par exemple. N'en parlez pas si votre belle-sœur vient d'acheter une maison à Saint-Denis.